mais son entretien en est une autre. Nous sommes en droit de nous poser la question de savoir quels sont les efforts fournis par le gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde dans les secteurs des infrastructures et des travaux publics. Et la réponse à cette question fondamentale sera donnée par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, que nous recevons sur ce plateau. Monsieur le ministre, bienvenue. Le Premier ministre est passé sur ce plateau pour faire l'an 1 du gouvernement d'une façon générale. Il était question de permettre aux membres du gouvernement de passer pour faire le bilan sectoriel. Et aujourd'hui, ce sont les infrastructures et les travaux publics qui nous intéressent. Bienvenue sur ce plateau. Merci, Monsieur Blaise. Vous allez bien? Ça va, et vous-même? Très bien. Alors, Monsieur le ministre, une année après votre arrivée à la tête du ministère des Infrastructures et Travaux publics, comment vous aviez trouvé ce méga ministère? Bien, merci pour la question, mais avant, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu d'être une année après à la tête de ce ministère. Remercier également Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la confiance qu'il m'a témoigné en mettant à la tête de ce ministère, un ministère exigeant, avec de très lourdes responsabilités. Mes remerciements également à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour également cette marque de confiance. Je voudrais également, au passage, féliciter le ministre de l'Information, notre collègue Patrick Mouyaya, pour cette initiative qui nous donne l'occasion, devant la presse, mais également devant notre peuple, le peuple congolais, de savoir ce que nous avons pu réaliser après un an. Ce devoir de redevabilité, c'est une occasion qui nous est offerte. Et je voudrais enchaîner directement avec votre question sur l'état des lieux du secteur. Lorsque nous sommes arrivés à la tête de ce ministère au courant du mois d'avril de l'année dernière, nous avons trouvé globalement un état de réseau, que ce soit le réseau routier, que ce soit le réseau de la voirie, dans un état de délabrement assez avancé, un état de vétusté prononcé, avec, disons, des caractéristiques essentielles suivantes. C'est que nos structures d'exécution sont malheureusement aujourd'hui, en termes d'équipement, ils sont sous-équipés. Nous avons rencontré une administration où vous avez la pyramide des âges qui est plutôt renversée, plus de personnes âgées que de jeunes. Nous avons trouvé un ministère avec de très très sérieux problèmes de financement. Et vous savez que le secteur des infrastructures est un secteur qui nécessite des investissements lourds, des investissements importants, et malheureusement, dans ce secteur, particulièrement dans notre pays, nous sommes vraiment en retard en termes de financement, en termes d'investissement. Nous avons trouvé également notre secteur dans une situation où, il est vrai, nous sommes accompagnés par les partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne quelquefois, mais nous constatons aussi que la plupart des projets qui sont menés conjointement sont des projets qui prennent énormément de temps. Donc ça fait dire que la construction des infrastructures aujourd'hui se fait à une vitesse très très lente. Donc je puis synthétiser de cette façon la situation ou l'état des lieux que j'ai fait dès que je suis arrivé. Qu'à cela ne tienne, les difficultés, vous les aviez trouvées, mais il y a quand même des efforts considérables qui ont été fournis dans ce secteur depuis votre arrivée. Tout à fait. D'abord, je voudrais que l'on puisse bien réaliser c'est quoi le secteur des infrastructures. Et pour cela, je voudrais d'abord décliner quelle est la mission de notre ministère afin que ceux qui nous suivent comprennent bien ce que nous avons comme attribution. Nos attributions se résument de la manière suivante, c'est que nous avons la charge de la conception, la charge de la modernisation, la charge de l'entretien des infrastructures de manière générale. Par infrastructure, il faut entendre les infrastructures de transport dont tout le monde parle, c'est ça le secteur phare, parce que ce sont les routes, ce sont les ponts, ce sont les bacs,
mais nous avons également la charge de la prise en charge donc, des infrastructures ferroviaires, les infrastructures sportives, les infrastructures touristiques, les infrastructures énergétiques non concédées, ainsi de suite. Donc, de manière générale, les infrastructures. Et bien sûr, en collaboration avec les ministères sectoriels concernés. Au-delà de ça, nous avons aussi la responsabilité de la lutte contre les érosions. Nous devons pour cela mettre en place un réseau de drainage, un réseau d'assainissement pour que, effectivement, cette problématique d'érosion soit prise en charge. À côté de cela, nous avons également la charge de la conduite de l'essentiel des programmes que nous avons avec les partenaires techniques et financiers, tout ce que vous apprenez comme projets tels que Kinelenda, Pacte, PSPGL. J'aurai l'occasion d'aller plus en profondeur, mais également la gestion du charroi automobile du gouvernement, les bâtiments civils. Voilà, je puis résumer ainsi les attributions. Alors, pour mener à bien cette mission, nous avons sous notre tutelle 6 structures que je vais citer ici parce qu'elles participent au premier rang dans la réalisation de notre mission. Donc nous avons l'Agence congolaise de grands travaux, nous avons la cellule infrastructure, essentiellement qui nous accompagne pour ce qui concerne les programmes avec les partenaires techniques et financiers. Nous avons l'Office des routes, nous avons l'Office de voirie et de drainage, nous avons le FONER, le Fonds national d'entretien routier, le BTC, le Bureau technique de contrôle, mais nous avons également le BAU, qui est le Bureau d'études et d'aménagement urbain. Ce sont donc toutes ces structures qui nous accompagnent. Alors, quelles ont été les réalisations? Je pense que c'était ça que vous vouliez savoir. Quels sont les efforts? Oui, si vous permettez, Excellence, nous allons y aller étape par étape. On commence par la voirie, la réalisation au niveau de la voirie, les réalisations au niveau de l'office des routes et dans d'autres infrastructures qui relèvent de vos compétences. On peut commencer par la voirie, si ça ne vous dérange pas. Bien, partons pour les voiries. Merci. Eh bien, pour les voiries, il faut d'abord savoir que, globalement, notre réseau de voiries au niveau national représente une longueur d'à peu près 7400 km. 7400 km, si je dois prendre une illustration pour que vous voyez exactement la situation de notre voirie aujourd'hui, prenons la ville de Kinshasa, parce que c'est là qu'il y a l'essentiel de voiries, à peu près, on va dire, le réseau global, je veux dire asphalté et non asphalté, il est de l'ordre de 3300-3400 km pour Kinshasa. Mais la part qui est asphaltée, qui est bitumée aujourd'hui, c'est à peu près 690 km. Donc vous faites le ratio, vous remarquez qu'il y a vraiment un déficit important. 690 km de voiries revêtues, donc de voiries bitumées. Alors, pour résoudre cette problématique, c'est-à-dire pour essayer de prendre en charge ces déficits que nous avons en termes de voiries bitumées, le ministère a initié plusieurs projets. Vous avez les projets, je vais les expliquer un à un. Vous avez le projet tel que le projet Kin Zero Trou, sur lequel je vais m'étendre, le projet Chile-Gelou, le projet Moderne Construction, le projet ABC et d'autres voiries que nous avons construits ou entretenus en dehors de ces projets dont je parle. Alors, commençons par le projet Kin Zero Trou, qui est un projet dont les habitants de la ville de Kinshasa parlent beaucoup. Et je voudrais, à cette occasion, préciser les choses. Il est apparu, et ça c'est la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que notre population ici à Kinshasa souffre énormément des problèmes d'embouteillage. Et donc, pour adresser ce problème, le gouvernement, au travers de tous les ministères qui interviennent dans la circulation routière, nous nous sommes réunis et nous avons identifié les facteurs
qui étaient à la base de ces embouteillages. Nous avions identifié que la problématique de la régulation routière, donc les agents de l'ordre, leur comportement, ainsi de suite, pose problème. Nous avons identifié également que le comportement des usagers de la route aussi. Mais un des facteurs importants, et c'est là que j'interviens, c'est l'état de la voirie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un état assez dégradé. Donc, pour pouvoir résoudre le problème d'embouteillage, il faut aussi résoudre le problème de la voirie. Mais là, comme je dis, c'est un problème, l'intervention que nous faisons dans le cadre de Kin Zero Trou, qui est ce projet de Kin Zero Trou, c'est une intervention en termes de réhabilitation de la voirie. Il ne s'agit pas de construction de nouvelles routes ou de nouvelles voiries, mais il s'agit plutôt d'intervention sur les dégradations que l'on peut constater dans la voirie, c'est-à-dire les nids de poules, ainsi de suite. Alors, nous nous sommes dit, notre gouvernement a l'ambition, et Kin Zero Trou, c'est d'abord une ambition de notre gouvernement. Cette ambition, c'est de dire, sur les 490 km, comme je le disais tout à l'heure, de voirie, nous voulons que nous puissions les remettre en état. En état, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus, à terme, de nid de poule sur la partie qui est revêtue. Et donc, nous avons décidé de commencer une première intervention sur 86 km. 86 km de cette voirie, revêtue, je précise, une fois de plus. Et nous avons pris en charge 49 artères de la ville de Kinshasa qui sont pris en charge dans le cadre de cette première phase. D'ailleurs, cette première phase que nous avions divisée en deux étapes. Une première étape où nous avons pris en charge 24 artères et la deuxième étape qui va suivre, ça sera de 25 artères. Pour terminer donc cette première phase d'à peu près 86 km. Donc c'est ainsi que vous verrez à Kinshasa différentes artères sur lesquelles le projet Kin Zero Trou intervient. Et je précise une fois de plus que j'entends des fois des gens poser la question et disent « mais ouais, on parle de Kinshasa Zero Trou, mais il y a encore des trous à Kinshasa. » Oui, Paris ne s'est pas construit en un seul jour. Donc ça voudrait dire qu'il faut donner le temps au temps. Il faut nous laisser le temps d'intervenir parce que nous ne sommes pas dans un domaine où les interventions se font en 24 heures. Non. Il y a à peu près, comme je le disais tout à l'heure, à peu près 490 km. Donc, il faut donner le temps au temps. Nous sommes en train d'achever cette première phase d'ici le mois de juin. La première quinzaine du mois de juin, nous aurons terminé cette première phase de 24 artères et nous allons intervenir sur les 25 autres artères. À ce niveau, vous êtes satisfait? Oui, nous sommes, disons, satisfaits. Je ne voudrais pas avoir ici un satisfait parce que notre objectif à nous, c'était de terminer ça en 3 mois. Parce que nous avions lancé les travaux le 15 octobre. Nous souhaitions terminer les travaux le 15 janvier pour cette première phase de 24 artères. Mais il s'est posé un problème de financement à un moment donné qui a fait qu'il y a eu un glissement par rapport au planning qui était exécuté. Au jour d'aujourd'hui, pour cette partie, le financement a été totalement complété. Donc, ça fait que maintenant, il n'y a plus aucun obstacle à ce que les travaux se réalisent. C'est pourquoi je vous donne justement ce terme de mi-juin pour terminer. Mais là, je voudrais dire que ce soit pour la voirie, pour la route, vous verrez, je le dirai plus tard, c'est que nous entrons dans la saison sèche. Et donc, on peut s'attendre, pas seulement on peut, mais on va absolument accélérer sensiblement le rythme des travaux. Parce que vous savez que la saison de pluie est une saison assez difficile pour la réalisation des travaux en termes de voirie ou en termes de route. Mais avec la saison sèche qui arrive, nous allons, et les habitants de Kinshasa pourront le constater, en tout cas en termes de voirie, parce que le rythme des interventions va augmenter. Le deuxième projet, c'est le projet Tchilégelou. C'est un projet qui est réparti sur 2 espaces, Kinshasa, mais également l'espace Kasaï. Kinshasa, c'est à peu près 39 ou disons 40 km à Kinshasa, et puis 100 km dans l'espace Kasaï. On a le nom d'ailleurs qu'il porte ce projet, Tchilégelou, qui veut dire pilote. Nous avons commencé par ces 2 zones comme zone pilote,
Kinshasa, 40 km, Kasaï, 100 km. Et pour le Kasaï, c'est l'ensemble, le grand espace Kasaï, est réparti à 35 km à Kananga, 25 km en Mbujimaï, Lusambo, Chikapa, Kabinda, Mweneditu. Toutes les 5 nouvelles provinces vont être dotées en voirie urbaine. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons considérer que Tchilé-Gelou, au niveau de Kinshasa, la ville de Kinshasa, est quand même, disons que le niveau d'exécution est satisfaisant. Nous sommes en termes d'exécution de travaux à peu près disons, autour de 34%. Et le délai que nous avions est autour également de 34%, donc 38%, disons. Donc ça voudrait dire que l'écart n'est pas important. C'est toujours les financements qui fait défaut? Non, Tchilé-Gelou, le problème qui s'est posé, particulièrement dans le Kasaï, parce qu'à Kinshasa, comme je vous dis, c'est plus ou moins, on est dans des ordres acceptables. Mais dans le Kasaï, il y a eu un problème en fait de planification. Parce que l'espace Kasaï est un espace qui est enclavé. Donc, il y a un problème d'approvisionnement en ce qui concerne tout ce qui est matériaux, tout ce qui est essentiellement les matériaux. Et donc, carburant aussi. Que ce soit le carburant, que ce soit l'acheminement des sacs de ciment, l'acheminement des bitumes, enfin, tout ce qui entre tous les éléments qui entrent dans la construction des routes pose problème en termes d'approvisionnement. Vous savez qu'aujourd'hui, le Kasaï a essentiellement 2 voies pour pouvoir être approvisionné. C'est l'Angola, via les postes frontaliers de Kalamambouji, essentiellement. Je parlerai aussi de cette route-là, oui. Mais également la partie venant du Katanga, où il faut absolument, on ne peut venir que par train à partir du Katanga pour arriver à Mweneditu, parce que l'état de la route, pour l'instant, est encore assez préoccupant. Et donc, dans la planification qui avait été faite à l'époque, on n'avait pas suffisamment pris en compte cet aspect d'approvisionnement, ce qui fait qu'il y a eu des glissements importants. À telle enseigne qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, dans le Kasaï oriental, donc en Mbujimaï, le niveau d'exécution n'atteint que 11%, alors qu'il devait être bien supérieur à ça. À Kananga, nous sommes autour de 7%. Donc, nous sommes aujourd'hui, depuis le mois de janvier, en train de requalifier ce projet pour voir comment est-ce que ce marché peut être, on peut sous-traiter même les travaux et voir aussi les problèmes de financement, parce qu'ils se sont posés aussi à ce niveau-là. À un moment donné, l'inspection générale des finances, qui était tout à fait dans son droit, avait estimé que on ne pouvait pas continuer à investir ou disons à payer l'entreprise par rapport au niveau d'exécution. Et je tiens ici à insister sur le fait que tout à l'heure, j'ai parlé de Kinshasa Zéro Trou. Oui. Kinshasa Zéro Trou, le financement, c'est par le Trésor public. Donc, c'est le Trésor public qui paye. Mais Tchilé-Gelou, comme les autres projets dont je veux parler, ce sont des projets qui sont en partenariat public et privé, en PPP. Et donc, ils sont financés par le FONER. C'est le FONER qui vient en garantie. L'entreprise, comme par exemple Tchilé-Gelou, c'est CREC7 qui réalise des travaux. L'entreprise préfinance les travaux, soit en financement propre ou au travers d'une banque commerciale, mais le FONER vient en appui et c'est le FONER qui, au final, rembourse l'entreprise. Mais tout ce qui avait d'intéressant de travailler avec cette formule-là, c'est qu'au lieu de payer, par exemple, en 24 mois, avec le FONER a la possibilité de payer en 48 mois, ce qui permet d'alléger un peu sa trésorerie. Donc, que ce soit à Tchilé-Gelou, que ce soit le projet Moderne Construction ou encore ABC, ce sont des projets qui sont en PPP. Mais parlons d'abord de ce projet ABC. Qu'en est-il? Alors, le projet ABC, c'est un projet où, dans sa vision, la vision du chef de l'État, de créer une classe moyenne, de donner l'occasion aussi aux entrepreneurs congolais qui ont beaucoup de difficultés à pouvoir accéder disons, aux marchés internationaux. Souvent, on leur demande des garanties qu'ils ne savent pas produire.
Alors, il fallait aussi leur créer un marché local, leur donner la possibilité aussi d'avoir des marchés locaux. C'est ainsi que ABC, qui est en sigle veut dire l'agence ou l'Alliance des bâtisseurs congolais, ce sont uniquement des entrepreneurs congolais qui ont droit à ce marché. Ils se sont constitués en consortium et c'est avec cette alliance que nous travaillons. Donc vraiment, ça, c'est venu de la volonté du chef de l'État de donner l'occasion aussi à l'entrepreneuriat congolais de pouvoir se faire un peu la main sur ce secteur des travaux publics. Monsieur le ministre, vous aviez parlé de Zéro Trou à Kinshasa, projet Tilé-Gelou, et aujourd'hui le projet ABC. ABC, Moderne Construction. Oui. Également. Tilé-Gelou, vous avez parlé seulement de Mbujimaï. Est-ce que dans d'autres provinces comme villes comme Chikapa et Kananga et Kabinda, c'est déjà opérationnel? Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de la planification qui posait problème. Au jour d'aujourd'hui, dans ces différentes provinces, actuellement, il n'y a pas encore vraiment de début de travaux. Nous sommes plutôt dans la phase, ils vont bientôt commencer les assainissements. Et là, je tiens à dire qu'il est vrai que pour la population, bien souvent, lorsqu'on voit les travaux de construction d'une route, tant qu'on n'a pas encore vu l'asphalte, on a l'impression que rien n'est fait. Pourtant, il y a d'autres travaux qui se font avant. Exactement. Il faut savoir que les travaux d'assainissement, les travaux de drainage sont des travaux essentiels. Et j'aime souvent donner la comparaison en disant que si on doit comparer une route à une maison, eh ben, les assainissements, c'est la fondation. Si vous ne faites pas bien les fondations de votre maison, demain, elle s'écroule. Oui. De la même manière, pour les assainissements, si vous ne faites pas bien les assainissements, eh ben, c'est ça qui est à la base des érosions demain, des inondations demain. Et l'espace Kassai, qui est un espace qui est très favorable, qui est très sujet, propice à la problématique des érosions, eh ben, pour réaliser des travaux de route là-bas, de voirie, il faut absolument d'abord commencer par des drainages et des assainissements bien faits. C'est comme ça que si vous avez eu l'occasion d'aller au Kassai, particulièrement à Mbujimaï, vous verrez qu'il y a un grand collecteur qui a été réalisé, qui permet de traverser la ville et de lutter ainsi contre les érosions demain. Oui. Alors, Excellence, on vient de terminer la partie voirie, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, mais sinon nous embrassons la partie route. Bon, je voudrais juste ajouter par rapport à la partie voirie, avant de passer à la problématique des routes, qu'il y a à côté de cela d'autres réalisations qui sont faites. Il y a eu des avenues, et là il faut les citer parce que souvent à Kinshasa, les gens ont l'impression, il faut dire que Kinshasa c'est une capitale énorme, qui a une grande étendue, et souvent ce qui est fait dans un district n'est pas connu de l'autre côté. Oui. Donc aujourd'hui, nous avons, depuis notre arrivée, asphalté plusieurs routes. Aujourd'hui, Assosa est asphalté, Makanza est asphalté. Lengesa et Lengesa, mais Lengesa, c'est essentiellement sous financement provincial. Oui. C'est le gouverneur de Kinshasa qui s'en occupe. Vous avez d'autres avenues, telles que l'avenue Chrétien, vous avez l'avenue Kwamut, vous avez l'avenue Masikita, vous avez, si nous allons un peu plus loin de l'autre côté, on est en train de travailler aujourd'hui dans le district de la Funa, on est en train de travailler sur Kimwenza. Il y a Terre Jaune. Terre Jaune est terminée. Électrifié également. Électrifié également, parce que là, dans ce projet, il y avait aussi l'aspect électrification. Oui. Terre Jaune, Ngapama est terminé. Vous allez du côté ici de Kingabois, la boucle de Kingabois, l'avenue Madrandele. Donc, toutes ces avenues sont réalisées. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il faut bien comprendre que Kinshasa, c'est à peu près 3400 km de voirie. Et donc, ça voudrait dire qu'il y a vraiment un travail de longue haleine qu'il faut faire pour pouvoir, pour que ça soit visible. Mais les travaux sont exécutés et ceux qui empruntent aujourd'hui ces routes-là peuvent vous dire que ça a beaucoup aidé quant à la problématique des embouteillages et à la fluidité de la circulation dans la ville de Kinshasa. Les routes. Les routes. Eh bien, laissez-moi d'abord vous donner une statistique parce que la République démocratique du Congo est un pays continent. 2 345 000 km². Lorsque vous regardez le réseau routier,
nous sommes à peu près à 58 129 km. C'est ça le réseau routier de notre pays, réparti en routes nationales et en routes provinciales. Je ne parle pas ici des routes de desserte agricole qui font à peu près 86 000 km. Mon collègue du développement rural en a largement parlé. Donc, oui. 58 129 km, 20 000 km à peu près de routes nationales, la différence à peu près 38 000 de routes d'intérêt provincial. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, c'est à peu près 6% de ce réseau qui est asphalté, qui est bitumé. Donc, c'est pour dire le déficit que nous avons. Sur les 58 000 km. Sur les 58 000 km. Or, si nous avons l'ambition de devenir un pays émergent d'ici 10 ans, eh ben, le ratio qui est généralement accepté pour un pays émergent, c'est qu'il faut que 25% de votre réseau routier soit asphalté. Donc, ce qui nous amène à peu près autour de 15 000 km. 15 000 km, ça voudrait dire que nous avons un déficit de plus de 11 000, 12 000 km à combler d'ici 10 ans. C'est notre ambition de devenir un pays émergent en 2030, parce que c'est ça l'ambition du pays. Donc, 10 000 km. Donc, c'est pour dire combien l'effort à faire en termes d'asphaltage ou en termes de bitumage est important. Donc, il faut aller à peu près à 1 000 km par an pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors, au niveau de notre ministère, lorsque nous sommes arrivés, nous avons dit 58 000 km, c'est énorme. Nous commençons où? Nous avons défini dans notre programme ce que nous avons appelé le programme minimum, hein, le réseau prioritaire, ultra prioritaire même j'appelais. Le réseau ultra prioritaire, nous avons dit il faut que nous puissions travailler sur 15 800 km. Pourquoi 15 800 km? Eh bien, ça c'est la longueur pour pouvoir connecter notre pays, c'est-à-dire tous les chefs-lieux de notre pays, tous les centres importants de notre pays soient connectés, donc c'est-à-dire quitter de n'importe quel point A du pays et atteindre n'importe quel point B du pays. Et c'est là que vous retrouvez les routes nationales à RN1, RN2, la sommation des longueurs, c'est à peu près 15 800 km. Non seulement faire la connectivité en interne, mais aussi la connectivité externe. Il faut bien savoir que la position de notre pays, la position stratégique de la RDC, fait que nous sommes pratiquement un pont entre le nord et le sud, l'est et l'ouest. Et donc, toutes les transafricaines doivent passer par notre pays. C'est pourquoi il faut cette connectivité interne, mais également une connectivité au niveau externe. Alors, qu'avons-nous réalisé, nous, pendant que nous sommes là? Parce que pour assurer cette connectivité, nous avons un réseau routier, comme je le disais, qui était dans un état assez préoccupant. Donc, il fallait travailler, d'abord, maintenir l'existant. Maintenir l'existant, ça veut dire entretenir notre réseau routier, qui malheureusement, pour la plus grande partie, est en terre. Alors, je pense que vous avez projeté... Vous pouvez vous appuyer sur ce tableau, exactement. Monsieur le ministre. Vous avez projeté ici le tableau des réalisations en termes d'entretien que nous avons pu déployer. Eh bien, je voudrais d'abord que vous remarquiez que nous n'avons pas de parti pris. Vous remarquerez que les entretiens ont été réalisés dans l'essentiel de toutes les provinces. Que vous ayez au Bazouélé, que vous alliez au Kasaï, que vous alliez dans le Grand Bandundu, espace Bandundu, ou l'espace Katanga, l'espace le Nord, le Sud Kivu, nous sommes intervenus en termes d'entretien. Il y a un vide au niveau du Nord Kivu. Oui, effectivement. Oui. Le Nord Kivu, il faut bien savoir que le Nord Kivu a bénéficié de beaucoup d'investissements en termes d'intervention sur les routes. Et nous avons la problématique qui est la nôtre aujourd'hui. Je vous ai dit tout à l'heure que le FONER, qui est le Fonds national d'entretien routier, est notre pratiquement unique source de financement pour ce qui concerne l'entretien des routes. Et le FONER vit depuis quelques années un déficit structurel, c'est-à-dire... Dû à quoi? Dû au niveau des recettes qu'il récolte. Parce que les besoins que nous avons en termes d'entretien sont largement supérieurs aux réalisations,
aux recettes du FONER. Nous avons un gap à financer tous les ans, pratiquement de 200 millions de dollars. Parce que les besoins aujourd'hui en termes d'entretien s'évaluent à peu près à 350 millions, alors que les recettes sont à peu près à 150 millions. Alors, des fois, nous faisons un choix difficile en disant où est-ce que nous allons intervenir, dans quelle partie nous allons intervenir. Nous sommes même obligés parfois de ne pas intervenir cette année à tel endroit, mais d'intervenir, de remettre les interventions à l'année prochaine. Et c'est un véritable problème parce qu'avec la forte pluviométrie de notre pays, nous nous retrouvons des fois dans des situations où, là où nous sommes passés l'année passée, 2 ans après, lorsqu'on y passe, la route est dégradée. C'est la raison pour laquelle je disais à l'introduction de cette émission, Monsieur le ministre, la réhabilitation d'une route est une chose, mais son entretien en était une autre. C'est la raison pour laquelle j'étais même tenté de vous poser la question, où passe l'argent de FONER? Mais avec toutes ces explications, je comprends que FONER est vraiment un véritable bailleur de fonds pour l'entretien routier dans notre pays. Absolument. Donc, comme vous pouvez le voir, les 2807 km sur lesquels nous sommes intervenus en termes d'entretien. En une année. En une année. Ces 2837 km, c'est vraiment en termes d'intervention, là où nous avons travaillé. Mais c'est sur un réseau beaucoup plus étendu. Si, par exemple, nous sommes sur la RN2, mais nous n'intervenons pas partout. Parce que, bien sûr, il y a des tronçons qui sont en bon état, alors que d'autres sont dans un état moins bien. Particulièrement, là, il y a des bourbiers, des points chauds, comme nous les appelons dans le jargon technique. Les points chauds, nous intervenons. Et là, vous avez à peu près 2807 km sur lesquels nous sommes intervenus, ce qui veut dire à peu près un taux de réalisation de 59,35%. Ça, c'est ce qui a été planifié, mais vous êtes sans ignorer qu'il y a des catastrophes qui arrivent, un pont qui s'effondre, qui n'était pas planifié, mais on doit impérativement intervenir. Je prends par exemple les ponts Kassai. Contre tout entendement, on se réveille le matin, les ponts s'écroulent. Et il fallait mobiliser les moyens pour que ce pont soit réhabilité. J'ai été à Chikapa, ce n'était pas facile. On a vu les enfants traverser cette rivière Kassai par pirogue. Quel risque! Effectivement, c'est une grande préoccupation pour le gouvernement. Laissez-moi vous dire déjà que sur cette année, nous avons eu 89 projets de ponts sur lesquels nous sommes intervenus. Il y a des projets, des ponts de grande envergure et des ponts sur des routes en terre qui sont de plus petite portée. Mais l'exemple que vous donnez est un exemple typique d'une intervention très, très importante. Je me suis personnellement rendu sur le pont Kassai. Vous savez que le pont Kassai a été jeté sur la rivière Kassai, qui est un pont sur la route nationale numéro 1. Et il posait un sérieux problème pour notre projet sur la route nationale numéro 1, qui est vraiment l'épine dorsale de notre économie, parce que cette route nationale numéro 1 prend à peu près 11 provinces. Il part de la province du Congo central, je voulais dire, oui, à partir de côté de l'ouest, jusqu'au Katanga, en traversant l'espace Bandundu, l'espace Kassai, jusqu'à Kasumbalesa. Oui. Et donc, vous comprenez bien que le pont Kassai constituait un point de passage très important. Et nous avons inauguré ce pont, même si nous ne l'avons pas encore réceptionné techniquement, mais nous l'avons inauguré aujourd'hui, les gens peuvent passer. Le pont Chikapa aussi à côté, parce que l'incident dont vous parliez, c'était plus le pont Chikapa qui servait effectivement à connecter les deux rives de la ville de Chikapa. Aujourd'hui, ce pont Chikapa également est réhabilité et les gens y passent. Nous l'avons inauguré. Le pont Kassai également. Et ainsi de suite, à peu près 84 ponts, nous intervenons sur ces 89 ponts dont j'étais en train de parler. Il y a également les bacs qui les posent bacs, problème. Effectivement. Oui. Vous savez, je parlais de la forte pluviométrie de notre pays. C'est que c'est un atout d'avoir une telle hydrographie, mais c'est aussi, je veux dire, un défi. Parce que aujourd'hui, l'Office de route doit gérer à peu près 203 bacs. La flotte que nous avons en termes de bacs est de 203. Et les interventions que nous avons opérées sur cette année tournent autour de 90 bacs à peu près, qu'on devait remettre en état. Et là, nous sommes en train d'intervenir
sur à peu près 23. C'est déjà un effort considérable. Absolument, absolument. Nous voulons nous assurer que partout, là où c'est nécessaire, nos populations peuvent traverser en utilisant effectivement ce moyen. Monsieur le ministre, qu'en est-il du projet, hein? Un projet qui a été salué, et quand on a vu les deux chefs d'État, le président ougandais et le président congolais, procéder au lancement des travaux. Je parle bien du projet de la route Kasindi Beni Butembo, Bunagana, Rutshuru, Goma, initié par les deux chefs d'État. Qu'en est-il aujourd'hui? Bien, merci. Je voudrais d'abord circonscrire le cadre. Je vous en prie. En parlant de la politique du ministère, pour ce qui concerne le financement du secteur. Parce que ce projet dont vous parlez, c'est un projet en PPP, en partenariat public-privé. Oui. Eh bien, avant de m'atteler à ce projet en particulier, je voudrais dire qu'au niveau du ministère, aujourd'hui, compte tenu de la problématique de manque de financement dans le secteur, que j'ai épinglé dès le départ, eh bien, il nous est apparu nécessaire d'aller vers le partenariat public-privé, qui est d'ailleurs aujourd'hui une approche qui est pratiquée partout au monde. Bien souvent, les États ont des problèmes de financement des infrastructures routières parce que c'est coûteux, ce sont des investissements lourds. Alors, nous allons en association avec les privés, qui ont souvent des moyens colossaux, et nous trouvons les modalités pour pouvoir leur permettre le retour sur leur financement. Notamment la concession? La concession routière, ce qui est d'ailleurs une forme de concession, ce dont vous parlez, nous en avons aujourd'hui à peu près 7. Là où il y a une rentabilité économique manifeste, les opérateurs économiques investissent dans les routes. C'est ainsi qu'au Katanga, par exemple, avec toute cette zone économique, cette zone minière qui connaît un boom, aujourd'hui, nous avons plusieurs concessions routières, essentiellement 3, qui sont opérationnelles aujourd'hui. Kasumbalesa, Lubumbashi, Kolwezi, mais également la partie entre Dilolo et Kolwezi, également, était en concession, mais la concession on est encore dans la phase de construction des routes. Nous venons de signer récemment une nouvelle concession à partir de Kasomeno, Kasenga, Chaloué, qui permettra aux opérateurs de transport, ceux qui transportent les minerais généralement, d'économiser à peu près 300 km. Au lieu de tous passer par la porte du sud qui sort vers Kasumbalesa, nous avons aujourd'hui cette possibilité de passer un peu plus haut et d'économiser 300 km. Là, il s'agit d'un projet avec GED. J'ai oublié de signaler également qu'il y a un autre projet, toujours dans la partie du Katanga, entre Kasumbalesa et Sakania. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui, vous savez, de congestion terrible au niveau de Kasumbalesa, parce que c'est jusqu'à présent la principale porte de sortie. Et nous voulons ainsi diversifier les portes de sortie, Kasumbalesa d'un côté, Sakania, Chaloué, mais également la voie de l'Angola en passant par Dilolo. Ce projet, cette approche de partenariat public-privé, comme je le disais tout à l'heure, nous l'expérimentons également dans la province du Congo central avec la route nationale numéro 1 qui est sous concession entre Kinshasa et Matadi, mais également aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour rejoindre également Matadi à Mwanda. Les travaux sont en cours. Entre Matadi et Boma, nous avons déjà pratiquement asphalté. C'est déjà en monocouche. La deuxième couche va intervenir. De la même manière entre Boma et Mwanda. Donc, la concession est effectivement une des approches vraiment que nous privilégions. Alors, pour revenir à l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, il est apparu important aux yeux de nos deux chefs d'État, le chef de l'État de l'Ouganda, mais également le chef de l'État de la République démocratique du Congo, de pouvoir permettre une connectivité, une liaison par route de nos deux pays. Parce qu'il faut savoir que beaucoup d'échanges économiques se font à partir de l'océan Indien et ça passe effectivement soit par la Tanzanie, soit par le Kenya, ça traverse l'Ouganda et ça entre vers le Nord Kivu.
dans cette zone de Beni-Butembo. Et donc, aujourd'hui, il y a un projet où la RDC intervient pour 20%, l'Ouganda intervient pour 20%, et 60% restant, c'est une entreprise privée, DOT Service, qui va intervenir. Ainsi, on va construire à peu près 225 km qui vont permettre de connecter Kasindi, Beni, Butembo, mais également Bunagana, Rutshuru, Goma, en partenariat public-privé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'élargir cette politique de PP, partenariat public et privé, PPP, dans d'autres provinces, par exemple? Pourquoi vous vous focalisez seulement sur le Congo central et sur le Grand Katanga? La réponse est la rentabilité économique. En fait, un opérateur économique, c'est un opérateur qui est motivé par l'intérêt économique, si je peux exprimer. Il faut qu'il soit convaincu que l'axe qu'il va prendre en charge, l'axe qu'il va construire, est un axe qui lui permettra, au travers du mécanisme de péage, de récupérer les fonds qu'il a investis. Alors, bien souvent, là où les opérateurs n'ont pas l'impression que je vais récupérer mon argent assez rapidement, ils ont beaucoup de réticence à investir. Ce qui, pour moi, est une erreur d'approche. Parce que notre pays, sur des espaces qui aujourd'hui peuvent paraître non rentables, c'est simplement parce que, justement, l'état des routes est tel qu'il n'y a pratiquement pas d'échange. Je viens de l'espace Équateur. J'ai eu à visiter la route nationale numéro 6 et la route nationale numéro 8, qui sont des grands axes qui balayent la partie du Grand Équateur dans sa partie nord, pour la RN6, donc qui relie les provinces du Sud-Ubangui, du Sud-Ubangui et de la Mongala, et qui se connecte au Bazuélé, mais également la RN8 qui connecte la province de l'Équateur actuelle, la province de la Chuapa, et qui va vers, d'un côté, rencontre la RN7 pour descendre vers le Sankourou, mais également la possibilité d'aller vers la Chopo, Kisangani. Eh bien, ces deux axes dont je parle, si aujourd'hui ils sont réhabilités, ils constituent des points essentiels qui permettront que les transafricaines puissent passer. Et donc, si aujourd'hui un opérateur économique investit dans cette route et accepte d'aller en partenariat public et privé, eh bien, demain, il en récoltera les bénéfices. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la rentabilité économique n'est pas tellement visible. Mais je suis convaincu, moi personnellement, que ceux qui vont se lancer dans cette aventure, demain, en récolteront les fruits. On a parlé de la voirie avec tout ce qu'il y a comme projet, on a parlé des routes, maintenant parlons d'autres infrastructures. Bientôt, la RDC va organiser les 9e Jeux de la francophonie. Qu'en est-il au niveau de la progression de travaux? Bien, les infrastructures sportives. Les infrastructures sportives, comme je le disais, ça fait partie également de nos attributions. Nous avons déjà, d'ailleurs, je voudrais, en dehors même des 9e Jeux de la francophonie, vous signaler que nous venons de réceptionner 3 stades via le programme sino-congolais, dont on pourra également parler un peu plus tard. Si vous pouvez en profiter. Je vais le faire, mais peut-être pour ne pas me disperser, je vais commencer par les infrastructures sportives. Nous venons de réceptionner 3 stades à Bunia, à Kalemi ainsi qu'à Goma, qui sont effectivement des réalisations du programme sino-congolais. Les 9e Jeux de la francophonie. Au jour d'aujourd'hui, nous avons signé 15 contrats de travaux avec 15 entreprises pour pouvoir, si vous voulez, réaliser des ouvrages, des stades, pour pouvoir recevoir tous les jeux qui sont prévus dans la francophonie. C'est un marché de l'ordre de 149 millions de dollars. Il faut bien comprendre que pour nous, la politique de notre gouvernement, c'est que nous voulons avoir un héritage sportif. C'est vrai, c'est fait à l'occasion du 9e jeu, mais nous nous voyons beaucoup plus loin. Demain, Ce sont des infras qui vont rester. Absolument, oui. Absolument. Et là, au jour d'aujourd'hui, à peu près 30% des marchés ont été payés. Nous avons mis en place, avec la collaboration du ministère des Finances, nous voulons nous assurer qu'il n'y aura pas de rupture
de travaux, d'interruption de travaux d'ici le mois de juillet 2023, lorsque les Jeux seront organisés. C'est pour cela qu'au niveau du ministère des Finances, on a déjà débloqué 30%. Et en termes d'exécution des travaux, aujourd'hui, on est autour de 25% à peu près de réalisation. Et donc, les choses vont bon train et nous pensons être dans les délais et dans les temps pour pouvoir accueillir les Jeux l'année prochaine. Un autre projet qui focalise notre attention, Monsieur le ministre, c'est la construction de 300 écoles. Bien. Où en sommes-nous? Il s'agit donc des infrastructures sociales dont vous parlez. Bien sûr. Donc, particulièrement dans l'éducation. Vous savez que la décision prise par le gouvernement en exécution de la vision du chef de l'État de la gratuité de l'enseignement a entraîné un afflux important des élèves au niveau de l'école. Toutes nos jeunes filles qui avaient des fois du mal à pouvoir être scolarisées, aujourd'hui, elles vont toutes à l'école. Ce qui fait qu'il y a réellement un besoin important en termes d'infrastructures scolaires. Et c'est ainsi qu'au niveau du gouvernement, ce projet de fabrication de 300 écoles en préfabriqué, ce sont des écoles en préfabriqué, un marché de l'ordre de 125 millions de dollars qui est aujourd'hui financé entièrement par le Trésor public, est en exécution. Avec l'arrivée de notre gouvernement, nous avons relancé ce projet qui était quelque peu, si vous voulez, un peu dormant. Aujourd'hui, il est relancé complètement et au jour d'aujourd'hui, nous avons à peu près 50 écoles qui sont déjà ici à Kinshasa. Nous avons déjà 70 écoles pour lesquelles les matériaux sont déjà fabriqués. Eh bien, c'est en train d'arriver, mais 50 écoles sont déjà ici à Kinshasa et les travaux en termes de montage sont en train d'être exécutés. En termes de bilan de l'an 1, de votre arrivée au niveau de ce ministère, je préfère que ça se passe en langue nationale. Nous avons le lingala, le swahili, le chiluba et le kikongo. Le choix de la langue vous revient, juste pour le bilan. Bien, peut-être avant de parler du bilan, si le temps me le permet, je voudrais quand même parler... On est secoué justement par le temps. Je voudrais quand même aborder la question des programmes ou des projets que nous avons avec nos partenaires techniques et financiers, qui sont la Banque mondiale. La Banque mondiale, les fonds, voilà, parce que la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Oui, ça ne serait pas juste de ne pas en parler à une telle occasion. Eh bien, nous avons essentiellement, je vais les citer, nous avons des projets tels que Kinelenda, qui est un projet d'à peu près 500 millions de dollars. D'ailleurs, nous étions ensemble lors du lancement de ce projet, oui. Ici vers Ozone. Oui. 500 millions de dollars, 250 millions de dollars qui seront consacrés aux infrastructures. Et là, ça vise essentiellement la résilience dans des parties de notre capitale telles que Kinsenso, Matete, où bien sûr, il y a des problèmes tant de routes que des problèmes d'érosion, ainsi de suite. Et Kinelenda va intervenir énormément là-dessus. 250 millions de dollars à injecter dans ces endroits, eh ben, ça pourra faire quand même une bonne différence. Kinelenda, nous avons également des infrastructures commerciales au travers du programme PFGL, le programme de facilitation du commerce dans les États du Grand Lac, qui est un projet dans lequel nous allons moderniser nos postes frontaliers. Aujourd'hui, à Kasindi, c'est réalisé. Si vous y allez, vous avez des bâtiments peints en neuf. Kasindi, c'est la frontière avec l'Ouganda. Avec l'Ouganda, du côté de Beni. Oui. Kasindi, vous avez à Bukavu, à Ruzizi 1, avec le Rwanda. Et ce même projet va se poursuivre également dans la partie du Sud Kivu, au niveau d'Ouvira, la frontière avec le Burundi. Et je tiens à insister qu'au-delà de la modernisation des bâtiments, il y a aussi les voies d'accès. Toutes les voies d'accès qui permettent d'atteindre ces postes frontaliers seront complètement modernisées, complètement réhabilitées. Donc, nous aurons au niveau donc, de ces espaces du Grand Lac vraiment des routes qui seront refaites. Des ports comme le port Kalundu, qui est le deuxième port de notre ville, après de notre pays, je voulais dire, sera également totalement réhabilité sous financement de la Banque mondiale. Alors, après PFGL, je tiens à parler également du projet PACT, qui est le programme d'appui et de connectivité de transport.
C'est un projet qui, aujourd'hui, va prendre en charge la RN2 dans sa partie ou dans son tronçon entre Mbujimaï et Lubao. C'est 330 km qui vont être construits. Parce que là, pour l'instant, c'est en terre. Donc là, ça va être construit, 330 km. Et un peu plus haut, toujours sous cette RN2, entre Kanyabayonga et Butembo, le même projet sera fait. Je voudrais également parler de la BAD. Ils m'en voudraient si je ne parle pas des projets que nous faisons avec eux. Aujourd'hui, la BAD est en train de réhabiliter 623 km sur la route nationale numéro 1, en quittant Kinshasa jusqu'à Bachamba. J'ai fait cette route personnellement lorsque je suis allé à l'inauguration du pont Kassai à Chikapa. 623 km sont en cours de réalisation. Il ne s'agit pas d'un projet, là, ils sont en cours de réalisation. Eh ben, nous avons également réalisé la partie entre le pont Louvois et Chikapa, à peu près 63 km, entre Chikapa et Kamwesha, à peu près 80 km, 86 pour être plus précis. Mais également, aujourd'hui, on est en train de faire Kamwesha-Kadanga. Kamwesha-Kadanga qui fait à peu près 150 km. Donc, l'objectif, c'est de permettre que cette route nationale numéro 1, elle porte bien son nom, numéro 1, soit totalement en état de praticabilité depuis son origine dans le Congo central jusqu'au Katanga. Donc, oui. Et juste parce que nous courons derrière le temps, monsieur le ministre, Bien. Juste votre bilan et le choix de la langue vous revient. Comment jugez-vous votre bilan une année après? Bon, merci pour d'abord l'occasion de lelo ya kosolola pour na makambo etali ba réalisation na biso autosali depuis que tu as la tête il y a ministère Oyo. Pour moi, c'est un bilan encourageant. Il faut qu'on que domaine et infrastructure est un domaine moko eza ko senga ba financement très très important. Donc ozo senga mbongo mingi. Si on a pris un exemple, vous voyez que na Chine, chaque année, ba investit 12 milliards de dollars par an pour la infrastructure. Et bah ça depuis 30 ans. Baza ko investir. Il y a une banzila minene. Et pas nabiso combien? Bon, et pas nabiso na kamati par exemple l'année passée, 2021, na budget nabiso. Ils ont à peu près 150 millions de dollars. Seulement. Ah. Donc, si il y a un tout, peut-être nazo, tu as déjà une conclusion, mais tu as un lobaka même likambo oyo. Ce qui te résoudre le problème, il y a financement, il y a banzela na bisoté. Et de manière générale, il y a infrastructure na bisoté, mboka na biso ko se développer. Balobaka na le côté à Mongala, il y a Mundele que là où la route passe, le développement suit. Oui. Donc, développement, mon côté, tout ce qui est économique, est social, et ce qui est investir dans la banzela. Co-investir dans la banzela est un bon. Donc, il faut tout réfléchir sur le financement. Trésor public, les lots, tout ça est fort monnaie. Boyokaki, combien le gouvernement n'a pas warrior, tu réalisé à peu près 10 milliards de dollars. C'est-à-dire, le budget n'a pas et mati makasi. Mais 10 milliards de dollars, les lots, Trésor public, est alloué à peu près 4% dans l'infrastructure. 4% sur les 100%. Donc, il faut tout réfléchir sur d'autres façons. Il y a quoi financer le secteur Nabiso. Il y a un que tout à l'heure, programme sino-congolais. Programme sino-congolais, nous avons tout le monde a quitté pour investir dans l'infrastructure, pour investir dans les ressources naturelles. Tous les ressources, tous les mines, tous les zamba, tous les ressources qui permettent que tout les ressources bon, biso to pesi bino possibilité bo exploiter ba ressources na ressources na bino ya biso bino bo mi na biso mbongo pour to investir na kati ya banzela na kati ya ba infrastructure na kati ya ba pont na kati ya ba usine biloko nyonso tali ba énergie ainsi de suite. Donc elo wa bengi échange entre les ressources naturelles et les infrastructures. Donc wanande ba bengi bango ba financement innovant. En dehors du trésor public, pour investir dans les ressources, dans les infrastructures. Donc, pour la perspective est kitoko. Mboka nabiso, c'est une terre bénie. Tous les ressources, tous les mbongo. Le tout, c'est comment matérialiser en gros, comment rendre en gros, transformer le potentiel wana réellement en richesse. Donc, pour la makambo etali infrastructure, surtout le bi di kambo etali bilan,
Toza na ba projet ebele. Toza pe na stratégie. Toza pe na politique. Si siko toza mde ko réfléchir pour na makambo etali financement. Toza na programme ndenge na ipsakio tout à l'heure, objectif na biso ngi que toza un pays émergent dans 10 ans. Ça veut dire qu'il faut totonga banzela na biso à peu près 1000 km par an. On a des ambitions na biso. Problème siko eza financement. Financement ne go permettre biso tout ça ni. To équiper ba structure na biso. Toza déjà un projet, il y a à peu près plus ou moins 300 millions de dollars. Oyo, toza ko déposer dans le gouvernement pour équiper la structure na biso. OVD, azana équipement. Office des routes, azana. Oui, parce que les derniers engins arrivés au niveau de ces entreprises PRS, ça date d'il y a plus de 10 ans. Hein. En 2010, ces exactement. engins sont pratiquement déclassés. Obsolètes aujourd'hui. Oui. Et lorsque nous étions dans notre visite à l'Équateur, on a pu se rendre compte que quelquefois, nous leur donnons les moyens, mais ils ont les moyens et ils ne savent pas comment intervenir. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'équipement, il n'y a pas suffisamment d'engins. Ils sont obligés d'emprunter, de sous-traiter pour qu'ils puissent réaliser les travaux alors qu'ils ont les moyens. On va en acheter? Le gouvernement va en acheter? Absolument. Absolument. C'est pour quand? Écoutez, nous sommes en train de structurer le financement actuellement. Et nous sommes en train d'y travailler avec le ministère des Finances. Une indication, c'est que nous allons le faire avec des partenaires sud-africains. Et la question est déjà sur la table parce que nous sommes bien conscients que tant que nous n'aurons pas équipé nos structures, il sera très difficile de pouvoir investir de manière durable dans nos infrastructures. Monsieur le ministre, vous attendiez à une question au cours de cette émission que je n'ai pas pu poser. Si c'en est une, c'est laquelle? Bien, vous ne l'avez peut-être pas posée, mais je voudrais en parler. Je vous en prie. Et ça sera la fin de l'émission. Oui. Oui. Nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir au niveau du ministère des Infrastructures sur le fonds routier. La seule structure de financement que nous avons aujourd'hui, c'est le FONER. Mais la mission du FONER, c'est l'entretien. Pas la réhabilitation. Pas la réhabilitation. Pas la construction. Une réhabilitation, mais pas lourde. Oui. Mais pas la construction, comme vous voulez le dire. Et le fonds routier viendra faire quoi? Et le fonds routier viendra pour pouvoir construire de nouvelles routes. Okay. Les statistiques aujourd'hui montrent que sur les 20 dernières années, nous avons construit, en termes de construction, à peu près 525 km. Ce qui veut dire une moyenne d'à peu près 25 km par an. On doit sortir. Et l'argent de ce fonds-là viendra d'où? Eh bien, le fonds routier, nous sommes en train de mener une réflexion là-dessus. Eh bien, ça peut venir de plusieurs sources de financement. Aujourd'hui, nous tirons sur le carburant. Ça peut être sur les taxes routières. Vous pouvez élargir, oui. Ça peut être sur toutes les zones nouvelles sur lesquelles l'État va construire, parce qu'il faut des routes partout. Partout où la route va être exploitée, eh ben, nous devons créer une fiscalité qui permettra d'alimenter ce fonds. Et donc, il y a toute une réflexion qui est en train d'être faite parce qu'il faut trouver des solutions par rapport au financement. Nous n'allons pas continuer à attendre que les partenaires techniques financiers, Banque mondiale, Banque africaine de développement, Union européenne, viennent pour faire à notre place ce que nous avons à faire. Ils nous accompagneront, bien sûr, et nous leur en sommes reconnaissants, mais le rythme d'intervention de ces différentes structures par rapport aux besoins que nous avons, il est trop lent. Et nous avons besoin d'aller vite parce que la population l'exige et la population est en droit de l'attendre de la part du gouvernement. Alexis Guissaro, laissez-moi vous dire merci. Vous êtes ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour se livrer, bien sûr, à cet exercice de redevabilité des membres du gouvernement face à la presse. Vous étiez parfait, concis. Et merci et félicitations pour votre prestation. Et cette émission, très chers téléspectateurs, entre dans le cadre du nouveau narratif, comme je l'ai toujours dit, dont les concepteurs s'appellent Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Il est question ici de rendre compte à la population des efforts fournis par le gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde. Allais-je dire merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. On sera pour nous le plaisir de vous retrouver dans une autre occasion. Et merci également aux téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Moi de même, plaisir partagé. Merci.